Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour ce début de saison 4, je suis rejoint par Harold. Salut Harold. Salut Mythe. Alors ça va, moi je suis très content de te retrouver, je suis très content de refaire un Hot Texas Slow Burn. Tu m'as manqué, hein. Voilà. Moi aussi, bien sûr. Après cette fin de saison 3 plutôt que prévu, probablement pour des raisons personnelles, je suppose. C'est avec grand plaisir que d'être invité à nouveau dans cette émission et d'entamer cette saison 4 avec toi. Eh bien écoute, c'est un plaisir largement partagé. Pour commencer cette saison 4, je me suis dit qu'on allait partir sur un sujet qui était dans l'air du temps, mais pas forcément trop d'actualité, parce que les conditions d'enregistrement font que cet épisode risque d'être diffusé assez longtemps après son enregistrement. Donc pour pas prendre de risques et me retrouver complètement à côté de la plaque, je me suis dit qu'on allait parler d'intelligence artificielle. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est dans l'actualité depuis quelques années, donc à moins que d'ici la sortie de l'épisode, il y ait une nouvelle technologie complètement révolutionnaire qui bouleverse complètement cet univers, quoi. Nous devrions être à peu près dans les clous. Oui, à peu près. Donc voilà. Plus précisément, parce que le terme intelligence artificielle, en fait, c'est un terme qui est devenu un petit peu fourre-tout à force, qu'on utilise un peu à tort et à travers, parce qu'il y a des usages et des technologies très différentes qui se cachent derrière. Par exemple, dans le cas du jeu vidéo, on parle d'intelligence artificielle pour décrire les comportements des personnages contrôlés par la machine. Tout à fait. Alors que ces comportements sont généralement plutôt des arbres de probabilité plutôt que des réseaux de neurones. Exactement. On cherche pas à ce que, on a ce terme de machine learning justement pour décrire des algorithmes où la machine apprend par elle-même des stratégies entre guillemets, enfin ce que nous on va appeler des stratégies. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, par contre, l'IA qu'on trouve dans les jeux vidéo, en général, c'est des algorithmes écrits par des programmeurs, enfin, qui font ce que le programmeur dit et qui vont se comporter de la façon dont le programmeur le souhaite. Oui, donc on est vraiment sur des choses assez différentes, et rien que cette distinction-là, on voit qu'on a déjà des choses assez diverses qui se cachent derrière, et même à l'intérieur des applications du machine learning, on va avoir d'un côté des outils de recherche scientifique ou de diagnostic médical, comme le fameux Watson de IBM, qui d'un côté donc ont des applications assez concrètes de facilitateurs du travail du travail assez pointu, quoi, des choses vraiment
qui demandent soit beaucoup de temps, soit beaucoup de gens. Et là, grâce à ces outils, on peut accélérer, faciliter et parfois rendre possible des pas en avant techniques et scientifiques qui n'étaient pas imaginables avant. Et il y a l'usage grand public qui s'est démocratisé à partir de 2022 à peu près, peut-être un petit peu avant pour les plus férus de ces technologies, avec les fameuses IA génératives, donc le chat GPT pour générer du texte, Midjourney pour générer des images, et tout l'éventail de concurrents avec des noms parfois pas très simples à retenir, qui se font la guéguerre pour des parts de marché, en promettant aux actionnaires que si promis, cette fois-ci ça va rapporter des sous. Oui, oui, tout à fait. Et cette fois-ci, on va pas se prendre 15 procès au cul. Ouais, donc comme le terme intelligence artificielle couvre des choses trop différentes pour qu'on en parle complètement, je pense que c'est beaucoup plus sage et ce sera beaucoup plus en rapport avec ma hot take de parler spécifiquement des IA génératives et donc de se cantonner à la question des modèles de langage et des générations d'images. Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est un type d'IA qui, pour le coup, à ma connaissance, n'est pas trop répandu dans le jeu vidéo. Euh, pour ce qui est de l'IA générative en termes d'illustration, d'animation peut-être, enfin sur l'illustration, je sais que ça commence à être enfin, étudié et utilisé dans tout ce qui est jeu de société, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais, il y a des visuels commerciaux qui commencent à fleurir et qui ont été clairement générés avec ces outils. Et enfin, on peut imaginer que ça va se généraliser, par exemple, à certains types de jeux qui sont assez friands en illustration, comme les jeux de cartes, ce qu'on appelle les TCG ou les CCG. Et, euh, et c'est pas à exclure que les jeux vidéo en soient aussi, enfin, bénéficient entre guillemets, parce que c'est un terme un peu connoté, mais de ces nouvelles technologies. Oui, ben pour ce qui est des jeux de plateau, ben justement Hasbro, la maison mère de Donjons et Dragons et de Magic the Gathering, a été un petit peu prise la main dans le sac à plusieurs reprises à avoir des visuels générés au moins en partie avec ces technologies-là dans des produits euh, avant et après avoir promis que non, jamais on va utiliser ces technologies-là. Euh, et, euh, et je pense qu'il va y avoir un effet de généralisation où à un moment, si la technologie est utilisée judicieusement et qu'elle devient vraiment, ce sont des hypothèses que je fais, hein, les plus farouches opposants diront que c'est de la science-fiction. Si la technologie permet de créer des images qui sont strictement impossibles à distinguer d'une image créée entièrement par un humain, ce sera de toute façon plus la peine d'espérer faire la chasse aux utilisateurs malhonnêtes, entre guillemets, parce que si, si on ne se rend même pas compte que c'est une image générée, on n'a aucune chance de pouvoir accuser la personne de l'avoir générée plutôt que dessinée elle-même. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai dans le jeu vidéo un cas d'usage auquel je n'avais pas, enfin, que je n'avais pas en tête avant, mais c'est aussi le voice acting, je suppose, où on peut, enfin, où du coup on peut encore une fois se passer
d'intervention humaine, enfin d'artistes, pour, enfin, et de composer avec l'IA à la place. Ce qui a des techniquement, ça a des avantages, des inconvénients. Il n'y a jamais, d'une part, par ce genre de technologie, mais aussi par rapport les moteurs de jeu qui sont de plus en plus pratiques à utiliser. Il n'a jamais été aussi facile, euh, entre guillemets, hein, parce que ça reste des projets titanesques souvent, il n'a jamais été aussi facile de faire du jeu vidéo en indépendant. Mais, euh, mais l'envers du décor, c'est que ben, tout ce monde qui arrivait à, enfin, qui arrivaient à vivre de leur passion, les divers artistes, voice actors, euh, ben ces gens-là se retrouvent remplacés, pas forcément du jour au lendemain, mais en quelques années, sur le, comment dire, sur une vie, ça reste quand même du jour au lendemain. Toute on voit sa carrière potentiellement s'effondrer, sans vraiment possibilité d'empêcher ça, quoi. Et c'est évidemment les grosses entreprises qui vont en tirer le plus gros bénéfice. Oui, bah c'est un bah c'est là qu'entre toutes les parties légales vraiment délicates de la question parce que si si une machine arrive parfaitement à imiter la voix d'une personnalité connue du monde de la création de voix et du doublage, ben, est-ce qu'il y a un droit à l'image à verser à cette personne? Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle, de propriété intangible qui se posent et quel est le rapport entre l'entreprise entre le terme c'est entraîné, qui a entraîné ces outils avec les voix des comédiennes, des comédiens de doublage, souvent sans leur accord. Ces questions-là, elles se posent. Les autres questions qui se posent, c'est une fois que ces métiers auront disparu et qu'on n'aura plus de data à fournir aux machines pour affiner leur performance, est-ce qu'il va pas y avoir un plateau de qualité qu'on n'arrivera pas à dépasser et dans ce cas-là, quel était le bénéfice réel de faire virer toutes ces personnes qui travaillaient à part un bilan comptable et financier positif sur une année et puis l'année d'après ça se casse déjà la gueule parce que l'outil il tient pas la route. C'est des questions qui se posent pas seulement sur la création de voix, ça se pose aussi sur la création visuelle, la création vidéo parce que le truc qui est répété souvent c'est que ce sont des technologies qui n'inventent pas, qui imitent, qui reproduisent, qui agglomèrent, qui synthétisent mais qui n'inventent pas et donc forcément, à un moment, tu vas te heurter à un mur de ce qu'il faut inventer. Bien sûr, bien sûr. Et il y a aussi tout le contenu textuel. Ça peut aller du scénario, l'écriture des dialogues, euh, ouais, tous les embranchements de dialogue qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. Et d'un point de vue humain, ça doit en plus être particulièrement frustrant. Déjà, non seulement cette perspective de voir sa carrière potentiellement s'effondrer, mais aussi de s'effondrer parce que une IA nous a imité sans notre consentement, en fait. A Oui, réussi à imiter notre style sans notre consentement. Consentement qui inclurait une compensation financière méritée, puisque bah c'est oui. euh, puisque c'est du travail effectué, quoi. Mais et ouais, je pense que sur le plan humain, ça doit être particulièrement frustrant à supporter.
Bah clairement, pour rester sur la question de la création de voix, en plus c'est quand même un domaine où il y avait un savoir-faire très développé et très précieux en France spécifiquement. Et ça a déjà été largement dégradé ces dernières décennies avec des sessions d'enregistrement toujours plus courtes, des conditions d'enregistrement toujours plus difficiles et ça s'entend, hein, et ça date pas d'hier parce que moi je me rappelle quand j'avais joué au jeu Fable sur Xbox en 2006, les dialogues en français, le ton sur lequel les personnages parlent, c'est le ton caractéristique de quelqu'un qui lit un texte pour la première fois et qui essaie de le jouer en direct. Et je le sais parce que c'est parce qu'il se trouve que c'est quelque chose que j'ai fait. Donc pas en création de voix, mais bon, peu importe. Mais quand j'ai eu l'occasion de lire des dialogues de pièces de théâtre à voix haute en essayant de jouer le texte de la pièce de théâtre, je me suis surpris à parler exactement sur le même ton. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas eu de préparation, qui n'avaient pas de bonne connaissance du contexte dans lequel les dialogues étaient prononcés, et c'était en 2005, quoi, parce que si on suppose que ça a été enregistré avant, et en plus de cette dégradation des conditions de travail, sur le long terme, bah voilà, t'as maintenant des machines qui viennent te piquer le travail que tu arrives à faire malgré tout. C'est vrai que tu as raison, sur le plan humain, ça doit être très très difficile. D'autant plus que ouais, ces machines n'arrivent pas, enfin ne peuvent pas, en fait. C'est pas qu'elles n'y arrivent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas inventer. Donc la frustration doit être d'autant plus grande. Mais justement, ça va nous faire venir au cœur de pourquoi je voulais parler de ces IA génératives. C'est parce qu'il y a justement cette question de à quoi est-ce qu'on reconnaît une IA? Est-ce qu'une image générée à partir d'un court texte, c'est des conditions idéales pour la création d'une image? Il y a beaucoup de tips sur les réseaux sociaux sur voilà, regardez ces petits détails-là. Les IA ne savent pas bien les gérer. Typiquement, les cheveux qui se fondent dans les vêtements ou dans les bijoux. Les mains, c'est mieux qu'au début, mais il continue d'y avoir des problèmes avec les doigts dans les dessins de personnages humanoïdes générés par ces outils. Et même les textes générés par ChatGPT, ils ont cette espèce de fadeur dans le ton, dans le style, qui vient du fait que c'est un agglomérat de banques de textes super vaste, mais qui donne à la lecture cette impression de manque de substance. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation en lisant des textes générés par IA. Alors oui, après le truc c'est que ChatGPT enfin à ma connaissance, c'est une version très polissée, on va dire, de l'IA, bien entendu. Enfin, c'est une IA qui est prévue pour être grand public, donc on veut éviter comment dire, des controverses comme il a pu en avoir sur, par exemple, je crois que c'est Bing, enfin non, l'outil Microsoft enfin l'IA de Microsoft qui avait eu des comportements particulièrement désastreux. Euh, mais alors que je suppose que les entreprises qui achètent comment dire, le droit d'utiliser le moteur complet, bah, enfin, je pense qu'ils peuvent plus facilement contrevenir aux limites stylistiques du moteur. Je sais pas si c'est forcément beaucoup mieux, mais par exemple, ChatGPT, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est difficile de lui demander d'avoir un style très agressif en fait, ce qui peut être un style artistique, enfin un choix artistique tout à fait viable Hmm. dans certains cas, quoi.
Bah, dans une écriture de dialogue, par exemple. Bah oui, tout à fait. Et là-dessus, ChatGPT, la version publique n'est pas bonne. Les versions auxquelles ont accès enfin auxquelles ont potentiellement accès les entreprises, la version complète, on va dire, je sais pas dans quelle mesure elle est bonne ou pas pour adopter d'autres styles qui se prêtent plus au contexte dans lequel on veut utiliser ce qu'ils produisent. Ouais. Hmm. Bah, pour ça, il faudrait qu'on soit des entreprises. Et bon, Studio Carton C, le compte au Caïman et le compte maltais. Ils sont bloqués. Non, mais enfin, si c'était une entreprise, on aurait des problèmes, quoi. Donc, bon. Mais tout ça pour dire que il y a cet aspect-là, et il y a un autre aspect qui est souvent répété. Je l'ai encore vu sur Twitter l'autre jour. En comparant, c'était DALL-E, c'était pas Midjourney, mais c'était deux versions de l'IA de génération d'images DALL-E, où il y en avait une où ça ressemblait à une peinture à l'huile, et dans l'instruction, il fallait que ça ressemble à une peinture à l'huile. Et la deuxième qui était sur DALL-E le plus récent, bah c'était la même, c'était le même rendu un peu IA, hyper réaliste. Enfin, je sais pas comment dire, hyper ultra surréaliste, avec trop de détails, trop de spécularité, trop de lumière, trop de reflets, et donc un rendu inimaginable à la peinture à l'huile, quoi. Euh, et le truc que je trouve intéressant, c'est que voilà, on te dit ouais, ça, que ces IA, elles n'ont rien d'humain, parce que elles ne produisent pas ce que produirait un humain si on lui donnait les mêmes instructions. Et il y avait des exemples, enfin, il y a des exemples de texte aussi, et aussi il y a des pièges que tu peux tendre à ChatGPT, des énigmes, tu les tournes d'une certaine manière, et il répond pas à l'énigme comme il faut, alors qu'un humain saurait répondre à l'énigme sans problème. Il y a ce fameux exemple d'un accident de voiture avec le fils d'un célèbre chirurgien qui est gravement blessé. Son père meurt dans l'accident de voiture, et arrivé dans la salle d'opération, le chirurgien dit oh, mais je peux pas l'opérer, c'est mon fils. Euh, et la solution de l'énigme est très facile, c'est que le chirurgien, c'est une chirurgienne, et c'est la mère de la personne accidentée. Et les ChatGPT, si tu lui poses l'énigme comme ça, il va te dire ah oui, le chirurgien est une femme. C'est une énigme qui repose sur les biais que nous avons à propos du genre des personnes qui occupent certaines fonctions. Mais si tu réécris l'énigme en disant par exemple que c'est la mère qui meurt dans l'accident de voiture, et que le chirurgien est donc le père, et ben il continuera de te dire que le chirurgien est une femme. Parce qu'il ne réfléchit pas au problème, il identifie la suite de mots comme ayant cette réponse-là comme étant la bonne solution. Et donc, voilà, tu peux tendre des petits pièges à ChatGPT comme ça. Et il y a cette question des images aussi, où est-ce que avec un prompt, comme on dit, un artiste produirait la même image que DALL-E ou Midjourney ou Stable Diffusion. Ouais. Après l'avantage de cette comment dire, de ce genre d'utilisation de l'IA, c'est que ben tu as un humain qui derrière peut valider ou non la réponse de l'IA. Et du coup, enfin, tu vas pouvoir utiliser un résultat si tu juges qu'il est bon, et tu vas pas l'utiliser si tu juges qu'il est pas bon. Un autre type d'utilisation dont on parlait juste avant de commencer l'épisode, c'était d'imaginer dans un RPG avec et je crois qu'il y avait, enfin il me semble avoir vu une vidéo de je ne sais plus quel
jeu je sais pas si c'était une bêta ou quoi, mais bref, j'avais vu un footage d'une démo d'un jeu où en fait les dialogues étaient adaptés à la volée je suppose, enfin par l'utilisation d'une IA. Et là c'est beaucoup plus dangereux parce que tu n'as pas de validation humaine derrière la réponse de l'IA. Donc Oui. si l'IA tu commences à la piéger justement de la même façon, qui sait ce qui peut en ressortir, que ce soit d'ailleurs en termes de conséquences purement gameplay ou de propos potentiellement problématiques. On peut imaginer, je sais pas, une IA qui pousse un joueur au suicide, ou des propos haineux, etc. Enfin, il y a un milliard il y a un milliard de possibilités possibles et là, pour le coup, enfin, ça sera plus difficile à corriger que sur un chat GPT classique. Euh, et enfin, comment dire, le mal sera fait. Là, on parle enfin, je suppose qu'il y a un degré de bienveillance juridique sur ce que répond les IA parce que c'est une technologie expérimentale. Et je suppose qu'il y a tout un tas dans les terms of service, je suppose qu'il y a tout un tas de, de garde-fous là-dessus. Après, pour ce qui s'agit de commercialiser un jeu vidéo qui sera potentiellement joué par des enfants, il y a, il y a de gros risques, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais le truc, c'est que justement, tu vois, on décrit ces comportements comme complètement incompatibles avec l'esprit humain et que ça n'a rien à voir. Et, ma hot take, c'est que justement, à mon avis, on n'en est pas si loin que ça. Et je vais te donner un exemple très concret là-dessus. C'est que pour démontrer que l'IA est complètement stupide et ne sait pas interpréter les prompts et, et n'est vraiment qu'une sale machine qui n'a aucune chance d'un jour atteindre la créativité d'un véritable être vivant en chair et en os. Il y avait cet exemple de prompt donné à une IA générative d'images, je sais plus laquelle c'était, mais peu importe, de dessiner une pièce dans laquelle il n'y avait pas d'éléphant. Okay. Et l'IA ne peut pas s'empêcher de dessiner un éléphant quelque part dans la pièce, quitte à dessiner une pièce complètement vide, comme quand tu visites un appartement, et de foutre un éléphant dedans. Il ne peut pas s'en empêcher. Et l'explication, c'est que les prompts négatifs sont beaucoup plus difficiles à comprendre pour les réseaux de neurones. Et c'est pareil avec la génération de texte. Quand tu demandes à un texte de ne pas être d'une certaine manière, c'est compliqué pour l'IA parce que le mot est là et comme ça fonctionne en database, forcément quand le mot est dedans, tu vas le valider quand il apparaît dans ta database. Mais bon. Et le truc, c'est que certes, tu dis à quelqu'un dessine-moi une pièce dans laquelle il n'y a pas d'éléphant. Il va te dessiner, quitte à la dessiner dans une perspective dégueulasse et très rudimentairement, il va te dessiner une pièce dans laquelle il n'y a pas d'éléphant. Ça, c'est une évidence. Mais il aura pensé à un éléphant. Parce que si je te dis, Harold, surtout ne pense pas à un éléphant, il y a un éléphant qui apparaît dans ta tête d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, sauf si tu as... comment dire, si tu atteins ta fantaisie, c'est ça? Da fantaisie, ouais. C'est ça. Mais oui. Et du coup, ma hot take, c'est la suivante, c'est que ces IA génératives, elles ne te donnent pas le produit fini que tu leur demandes quand tu leur donnes un prompt. Elles te livrent en direct ce qui se passe dans leur réseau de neurones. Ouais. Par exemple, vas-y. Parce que, tu vois, moi, quand je veux faire un dessin, je dessine correctement.
Je suis pas illustrateur professionnel et j'ai pas de formation formelle, mais la plupart des choses que je veux dessiner, je peux arriver à les dessiner. Mais même en y mettant tous les efforts et tout le temps et toute la recherche qu'il faut, mes dessins ressemblent très rarement à ce que j'ai en tête. Et ce que j'ai en tête va avoir à la fois ce côté ultra détaillé et en même temps flou et mélangé, parce que c'est pas figé dans ma tête avant que je le fige en faisant le dessin. De la même manière, un raisonnement sur l'énigme du chirurgien qui en fait est une femme, ben, si tu entends une variation de l'énigme, tu vas penser à la version où le chirurgien est une femme et la réponse c'est le chirurgien est une femme. Même si, quand tu réponds à l'énigme, tu vas répondre autre chose. En fait, de mon point de vue, ce qui manque dans ces IA génératives, c'est le franchissement du pas entre la pure pensée et la matérialisation de cette pensée dans le monde réel. On voit ce que pense la machine, on ne voit pas ce qu'elle produit parce qu'elle est, en réalité, incapable de produire. Voilà, c'est ça ma take sur les IA génératives. Et ce que j'avais en tête, c'était aussi que dessine-moi une pièce dans laquelle il n'y a pas d'éléphant, c'est une instruction très absurde. Et, Oui, c'est vrai. et le truc, c'est que alors un humain ne se laisserait, enfin, dessinerait probablement une pièce dans laquelle il n'y a effectivement pas d'éléphant, mais le fait, l'instruction le prend quand même un peu à contre-pied d'une certaine manière, et ça peut, je pense que dans comment dire, les premiers dixièmes de seconde, on va dire, d'analyse de l'instruction par ton cerveau, tu vas être un peu confus par ça, par le caractère absurde de cette instruction. Et d'une certaine manière, on peut dire que que l'IA adopte aussi, enfin, et subit cette même confusion, en fait, d'une certaine manière. Ah oui, complètement. Il arrive pas, pardon, Non, vas-y, finis ta phrase. il n'arrive pas à recover, on va dire, de cette confusion, visiblement, parce qu'il n'est pas encore, enfin, il est pas entraîné pour, Ouais. mais il subit cette confusion probablement un peu, peut-être enfin, de la même manière, non, mais d'une manière similaire peut-être à l'humain. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, si moi, on me demandait de dessiner une pièce dans laquelle il n'y a pas d'éléphant, j'aurais une forte tentation de faire un truc que l'IA ne fait pas par ailleurs, mais bon, je ne lui en veux pas de ne pas le faire, mais de dessiner la pièce de telle sorte que l'agencement des meubles et le jeu de perspective et l'usage des espaces négatifs fassent penser à la forme d'un éléphant. Je serais tenté de le faire. Ou alors tu mets est-ce que techniquement si tu dessines une pièce dans laquelle il y a un tableau où un éléphant est représenté dessus, techniquement Ah bah ça c'est très Magritte ça. Ah, je n'ai pas cette référence, mais bah c'est lui qui avait peint le tableau. Alors le titre du tableau n'est pas Ceci n'est pas une pipe. C'est genre la trahison des images. Le titre, oui, je vais le vérifier. Ceci n'est pas une pipe, ça me parle par contre. La trahison des images, c'est ça le titre de la. Donc ouais. Ou alors je dessinerais une pièce dans laquelle il y a un trou dans le mur en forme de silhouette d'éléphant comme dans un cartoon, tu vois, mais voilà, ça, en fait, c'est vrai que le prompt, il a un côté surréaliste et oui, tu as raison, en fait, l'IA générative n'est pas encore armée dans son logiciel, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, pour surmonter le paradoxe. Ouais, peut-être. Mais du coup, je pense que c'est beaucoup plus proche du fonctionnement d'un esprit que ce qu'on veut bien lui prêter. Ouais, c'est une take intéressante. Ça fait réfléchir. Et bien sûr, n'oubliez pas que nous vivons dans une saucisse. Eh bien, je pense que ça va être une bonne conclusion pour ce premier épisode de la saison 4. Merci Harold d'avoir accepté mon invitation. Ah bah merci pour l'invitation, comme toujours.
Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C, qui abrite maintenant bien plus de podcasts qu'autrefois. Donc vous pouvez y retrouver Pragmastic tous les 15 du mois. Vous pouvez retrouver toutes les semaines Tu vas me niquer la batterie. Vous pouvez retrouver Roll You Fools avec l'ami Secpère. Donc la famille s'agrandit. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux du démon, sur Twitter, sur Insta, sur Blue Sky. Vous cherchez @takesburn ou sur Blue Sky, vous pouvez me trouver directement chez Mythlamit. Vous pouvez envoyer un mail à hottakes.slowburn@gmail.com pour me dire à quel point j'ai tort. Mais mettez 5 étoiles quand même. Exactement, mettez 5 étoiles. Rejoignez-nous sur le Discord. Dites-nous sur le Discord ce que vous avez pensé de ma hot take. Mettez ma hot take dans Midjourney et postez les images dans le Discord. Et puis, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, je suis toujours Mythlamit et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde!